Et, et puis, je crois que ce qu'il ressentait profondément, c'est que il y avait eu un tel ébranlement de ce qui de ce qui avait constitué l'humanité jusque-là, que cet ébranlement avait été aussi un ébranlement de la langue, des langues. Et que aucune langue, évidemment, n'était capable de dire ce qui s'était passé. Elle ne contenait pas ces mots-là. Mais le problème de l'allemand et du russe notamment, c'était de surcroît d'avoir, non seulement de ne pas être capable de rendre compte, selon lui, mais surtout d'avoir menti. C'était, on va dire, leur péché, peut-être pas originel, mais c'était le péché de ces années-là, de ces langues-là. C'était d'avoir menti. Et, et par ailleurs, souvent dans ces livres, il y a une sorte d'étonnement qui revient sur les mots d'avant-guerre, sur les gens qui utilisent le langage comme avant et qui prononcent les mêmes mots, qui ont parfois les mêmes types de langage, ou parfois l'étonnement est plus bouleversant quand dans Le garçon qui voulait dormir, quelqu'un donne à Erwin, qui était donc le premier prénom d'Aaron, justement en Italie, lui apporte un plateau avec un repas et lui dit bon appétit. Et Erwin pense, c'était la première fois que j'entendais ces mots depuis le début de la guerre. Euh, Quand on entend ce que signifie cette phrase, on se dit oui, enfin moi je peux pas ne pas avoir des frissons. C'est la première fois qu'il entend depuis des années bon appétit. Et donc là, les mots anciens, tout à coup, reprennent non seulement ils reprennent une signification, mais ils sont magnifiés par, par leur éclipse, leur propre éclipse pendant des années, et par leur surgissement soudain. Dire bon appétit, ça veut dire qu'on peut de nouveau manger et manger avec appétit. On a ça également dans Des jours d'une stupéfiante clarté, quand un des rescapés que Théo croise sur son chemin lui dit qu'il ne veut pas rentrer chez lui, je crois que c'est à Budapest. Théo lui dit mais pourquoi ne veux-tu pas rentrer dans ta maison? Il répond pour des raisons personnelles. Et là, Théo pense qu'au camp, personne n'utilisait cette formule pour des raisons personnelles. Et là, Aaron a une façon de pointer simplement dans cet étonnement-là de l'usage des mots qui, pendant des années, ne pouvaient pas être utilisés. Dans cet étonnement, il pointe tout l'ébranlement justement du langage à travers ce qui s'est passé. Oui, vous avez raison, c'est souvent que qu'il ne fait même pas mention de ce qui est dit, mais de l'étonnement par rapport aux mots utilisés. Je pense à l'immortel Bartfus, par exemple. On dit Bartfus. Oui, Ouais. en hébreu Bartfus. Bartfus. Et qui retourne voir un ami précisément parce qu'il a une utilisation du langage qu'il adore, sauf qu'il ne nous donne jamais précisément les expressions. Alors pour d'autres personnages, effectivement, il va dire d'un autre personnage qu'il était très précis, qu'il utilisait toujours cette formule de politesse, si j'ai raison, enfin vous la connaissez mieux que moi, mais si je ne me trompe pas, ou quelque Oui, chose comme ça. oui, Ouais. oui. Oui, oui, tout à fait. Et à contrario, par exemple, dans Et la fureur ne s'est pas encore tue, euh, le héros Bruno Brumhardt quitte sa femme et ne la supporte pas, avant de la quitter, il ne la supporte pas, parce qu'il lui reproche principalement de parler exactement comme elle parlait avant-guerre. Et, et je crois que ça, c'est l'expression d'une grande douleur. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les mots qui reviennent, qui ressurgissent, qui peuvent être de nouveau prononcés parce que ça indique tout simplement que quelque chose est possible de nouveau. Donc manger avec appétit, faire ou ne pas faire quelque chose pour des raisons personnelles, réclamer un café, tout simplement, ou une cigarette. Donc là, ça indique le retour à la vie. Mais il y a aussi le langage qui est vidé de sens, les clichés, les expressions toutes faites. Je suppose que c'est pas dit, mais que ce soit dans Bartfus ou un des romans que je viens d'évoquer, si quelqu'un dit tout à coup ah oui, c'est la vie, bah, c'est la vie, voilà, on dit souvent c'est la vie, mais dire c'est la vie après 45 ou en 45, ça veut dire quoi? Donc il y a cette douleur qui,
qui est même plus qu'une douleur, c'est une vraie détresse qu'Aaron a éprouvé, je pense, toute sa vie. Alors, bien sûr, lui, au fur et à mesure, il a avancé en donnant une voix à ces personnages qui souffraient comme lui de l'absence de mots, de l'utilisation approximative ou idéologique du langage. Mais je crois aussi que on parlait tout à l'heure d'Israël et de l'hébreu qu'il a rencontré quand il est arrivé en Israël, cet hébreu qui se voulait très, très musclé, très sûr, très assuré, et encore une fois ne laissant pas beaucoup de place au doute et au questionnement. Je pense que les mots qui ont été employés de manière très officielle en Israël pour parler de la guerre, pour parler de l'extermination, lui semblaient tellement éloignés de, de, de l'expérience qui avait été la sienne et celle des personnes autour de lui, que c'était une vraie blessure. Il faut comprendre ce que signifie souffrir. On ne peut pas forcément le comprendre, mais voir sa souffrance confisquée d'une certaine manière par une langue qui blesse de nouveau au lieu tout simplement de dire, simplement. Enfin, qui blesse parce qu'elle est justement très approximative et qu'elle ne le reconnaît pas. Parce que Aaron reconnaissait que sa propre langue était approximative. Ou même, il est très attaché à ces personnages qui ne trouvent pas le mot juste. Il a beaucoup de compréhension pour eux. Et pour les gens qui bégayent, qui rougissent, qui balbutient, qui ne trouvent pas les mots. Mais encore faut-il en être conscient. Et je pense que la difficulté pour lui, c'était de voir des gens qui n'avaient aucun doute, qui utilisaient des mots qui n'étaient pas appropriés, mais avec une assurance voilà, infinie. Et vous pourriez nous les faire entendre, ces mots? Vous les connaissez? Il faut attendre le... Pardon. Je peux fermer peut-être. Tu veux que je redise ma question? Dans l'idéal, on coupera toutes mes questions. Oui. Mais on ne sait jamais. Oui. Est-ce que vous pourriez nous faire entendre ces mots? Je pense que, par exemple, ne serait-ce que le jour du souvenir en Israël, qui est en hébreu Yom HaShoah VaGvura, qui est le jour de la Shoah et de l'héroïsme, donc pour désigner aussi les résistants, pour lui c'était inapproprié. D'ailleurs le mot Shoah, il l'utilisait tout en le remettant en permanence en question. Et c'est quelque chose, je crois que ça m'est venu aussi à son contact, en réfléchissant avec lui. J'ai pensé que bien sûr, Claude Lanzmann avait fait un travail très 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 important pour nous tous ici, en France, en Europe et ailleurs. Et d'ailleurs, c'est un travail dont il avait discuté avec Aaron. Il était allé voir Aaron après avoir fait son film sur Israël, enfin au moment, je crois, de Pourquoi Israël. Et Aaron me dit que c'est dans une de ces discussions qu'ils ont parlé de la possibilité de faire quelque chose sur l'extermination des Juifs d'Europe. Et là, Aaron aurait dit à Claude Lanzmann, mais quelle trace reste-t-il de tout ça? Quelle trace reste-t-il de cette vie juive? Et qui a demandé des comptes aux bourreaux ou aux complices ou à ceux qui se sont tus? Et alors, je ne dis pas que c'est lui qui a forcément donné naissance au film Shoah, mais en tout cas, cette discussion a fait partie certainement d'une réflexion qui a mené Claude Lanzmann vers ce film. Et ensuite, en France, le mot s'est imposé. Alors déjà, Aaron, en hébreu, alors que c'est de l'hébreu, pensait que le mot Shoah gommait en quelque sorte l'existence individuelle, mais pour moi, en français, il gomme aussi la dimension européenne de l'extermination des Juifs d'Europe. C'est-à-dire, il renvoie l'histoire de l'extermination à presque une
une histoire qui concerne les Juifs, puisque le mot est en hébreu, et qu'il est à l'oreille incompréhensible pour l'oreille qui n'est pas hébraophone. Quand on entend Shoah, quand quelqu'un qui ne parle pas hébreu entend Shoah, il n'entend pas anéantissement, il entend Shoah, un mot qui vient de l'hébreu et qui concerne les Juifs et quelque chose qui serait passé pendant la guerre, et ça permet aussi des détournements malheureux. Et donc, voilà, moi j'élargis un petit peu là, mais je pense que en hébreu, c'est un terme qui posait problème à Aaron, et je pense que c'est un terme qui est doublement problématique dans des langues qui ne sont pas l'hébreu. Et du coup, vous utilisez catastrophe comme Paul Celan, c'est ça? Oui, je pense que la catastrophe, euh, c'est voilà, déjà assez lent à sculpter quelque chose autour de ce mot qui lui donne des vibrations qui me semblent très, très fortes. Et, et puis, il m'arrive aussi de dire tout simplement la tentative d'extermination des Juifs d'Europe, qui est, voilà, c'est beaucoup plus long, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et enfin là, je parle à titre personnel, mais je crois vraiment que ce sont des réflexions qui sont venues dans les discussions avec Aaron, de ne jamais céder à la dimension individuelle et des millions de fois individuelle de ce qu'avait été l'extermination. Vous aviez souvent des discussions sur un mot ou une expression, en dehors des livres, je veux dire? On avait des discussions sur tout, j'allais dire. Alors tout, c'est très, très, très vague, mais Aaron pouvait, oui, parfois saisir un mot ou l'attitude de quelqu'un dans la rue. Euh, je- Déjà, je m'étais fait la réflexion que quand j'étais avec lui, très souvent et de manière un petit peu inexplicable, on croisait des gens qui étaient très lourdement handicapés ou difformes, et très souvent lorsque j'étais avec lui. Alors je ne sais pas si je les voyais parce que lui les voyait systématiquement, mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que la première fois qu'il est venu en France, on est allé très vite à Strasbourg pour une rencontre. Et à l'aéroport de Strasbourg, on a croisé dans un fauteuil roulant une femme dont le corps était vraiment le corps d'une petite fille et qui avait un visage magnifique. Et Aaron l'a regardée, il m'a dit, mais regarde, comme cette femme est belle. Et puis, il n'arrêtait pas de la contempler en nous disant, quelle est sa vie, à quoi ressemble sa vie, qu'est-ce que ça signifie de vivre dans ce corps et avec ce visage. Et c'est quelque chose c'est une question qu'il s'est posée pendant 5 minutes en la regardant, et de manière pas du tout gênante, émerveillé par sa beauté et avec cette question sur son corps qui était vraiment très très différent des corps de femmes de son âge. Et puis ce qui m'a frappé, c'est que la dernière fois que je suis allée rendre visite à Aaron à Jérusalem, en sortant de chez lui, j'ai vu une femme qui avait quasiment le même corps, d'une grande beauté, euh, qui était peut-être éthiopienne, très très belle, avec des traits magnifiques, et quasiment le même corps sur une chaise. Et ouais, ce sont des choses voilà, qui n'ont aucune explication rationnelle évidemment, euh, et qui sont juste des images qui ont eu lieu, voilà, que j'ai vues et qui se sont inscrites en moi en 2004 et en 2017.